À la présentation, Josiane Mouzaneza. Lucie Kabila est de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir et bienvenue amis fidèles de la RPA au magazine Humura Burundi de ce vendredi 31 juillet 2020, dont voici les principales articulations. Le directeur de la prison centrale de Muyinga est accusé d'accorder la permission aux détenus incarcérés pour meurtre, moyennant des intéressements. Vous le suivrez dans ce magazine. Un chef de zone passe sa troisième nuit en prison pour avoir attenté à la vie de son administrateur. Cela s'est passé en commune Mnakiro. Nous ferons également un tour au camp d'Omtenderi où les familles des 5 réfugiés portés disparus depuis près de 10 jours ne cessent d'exiger de la lumière quant à l'enlèvement des leurs, un forfait qui aurait été commis par des agents de la police tanzanienne. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page politique où malgré les alertes des Burundais qui craignent le ravivement des conflits ethniques, le journaliste Kenny Claude Nduwimana, auteur depuis un certain temps des messages de haine ethnique, dénigre tout ce monde. Il dit ne pas en être intimidé et compte poursuivre ses pratiques, et cela sous un regard encourageant des autorités. Celles qui ne se taisent pas sortent du silence pour minimiser l'affaire. Inès Gakitz. La guerre médiatique est menée par des experts du domaine. Utilisons aussi les médias pour les déstabiliser et les détruire. Et Dieu merci, ils ont fait ma publicité. Beaucoup de personnes suivent mes publications. Le journal Izuba a reçu beaucoup plus d'abonnés. Ici, Kenny Claude Nduwimana, journaliste burundais, répondait à ceux qui, ces derniers jours, alertaient sur ces messages de haine ethnique, demandant qu'ils soient sanctionnés. Ceux qu'il désire détruire sont les Burundais de l'ethnie Tutsi, un objectif qu'il compte atteindre avec l'aide des autres Hutus, à qui d'ailleurs il exhorte d'embrasser le domaine de la communication. Mes chers amis Hutus, soyez plus éveillés. Nous leur avons laissé le domaine médiatique. C'est indiscutable. Nous maîtrisons tout ce qui est guerre armée. Aucun Tutsi ne peut nous vaincre sur ce terrain. Lançons-nous alors maintenant dans la guerre médiatique. Même s'il ne cache jamais son identité, annonçant toutes ses plateformes de publication et son journal en ligne, participant à l'aise dans différentes activités des organes étatiques, surtout de la sévère, l'organe de contrôle du travail des médias burundais a dit ne pas connaître Kenny Claude Nduwimana comme faisant partie de la famille des journalistes du Burundi. Nestor Bankumukunzi, président du CNC, n'est pas la seule autorité à donner cette réponse. Invité de l'émission Akabidia de la radio Rema FM de ce mercredi, Jean de Dieu Mutabazi, président du Conseil national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, a dit lui aussi ignorer tout sur ce journaliste, doutant même de son existence. Mutabazi a quand même avoué avoir déjà entendu ces messages, des messages de haine à sanctionner conformément aux lois en vigueur au Burundi. Si nous entendons une personne qui véhicule des messages de division ethnique, dénigrant des personnes d'une ethnie, incitant les autres au massacre, à la haine, nous nous inscrivons en faux contre ces pratiques. Dénonçons ces messages qui sont punissables conformément à la loi burundaise. Que ceux qui connaissent Kenny Claude le conseillent d'arrêter et l'avertissent que si nécessaire, il répondra de leur acte. Mais pour ce qui nous concerne, nous ne connaissons pas ce Kenny Claude. Affirmant d'un côté tout ignorer de ce journaliste qui pourtant diffuse des messages de haine sur sa chaîne YouTube depuis décembre 2019 et alimente le compte Twitter de son journal Izuba depuis plus de 3 ans déjà, Jean de Dieu Mutabazi d'un autre côté vante la bravoure des services de l'État burundais. Aucun malfaiteur ne peut lui échapper où qu'il soit, dit-il, donnant un cas qui, selon lui, atteste les compétences de l'État burundais.
C'est possible et très simple pour l'État. Je te donne un exemple. Un nommé Nkurunziza, il a été ramené des États-Unis et il a été condamné ici au Burundi. À part les instances judiciaires censées se saisir des cas d'incitation et de sensibilisation à la haine ethnique, ça relève aussi des devoirs des hautes autorités du pays. Le chef de l'État, le Premier ministre et le vice-président, lors de leur prestation de serment, s'engagent tous à lutter contre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion. Alors que de part et d'autre, des Burundais alertent sur ce danger qui vise à raviver des conflits ethniques au Burundi. Le premier à avoir aussi la voix essuie des insultes et menaces, alors que le journaliste Kenny Claude Nduwimana, qui véhicule ces messages de haine ethnique, tourne les pouces, se vante et déclare même ne pas être prêt à arrêter ces pratiques sans en être inquiété. Inès Gakidza, je vous le disais en titre, le chef de zone Mwakilo situé en province Muyinga est incarcéré à la prison centrale de Muyinga depuis ce 29 juillet 2020. Selon nos sources, il serait poursuivi pour tentative d'assassinat sur la personne de l'administrateur de la commune Mwakilo. Le point avec Innocent Valentin Singiranga. Tout a commencé mercredi dernier lorsque Sylvie Muimundo, administrateur sortant de la commune Mwakilo en province Muyinga, mettait en ordre les dossiers pour préparer sa remise et reprise avec son successeur. Elle a constaté qu'il y a des correspondances qui n'ont pas été répondues, dont une lettre qu'elle avait adressée au chef de zone Mwakilo, l'interpellant à s'expliquer sur l'abattage des arbres du domaine de la commune à des fins personnelles. Selon notre source à Mwakilo, l'administrateur Sylvie Muimundo a contacté par téléphone son chef de zone lui demandant des explications relatives aux faits lui reprochés. Très irrité, le chef de zone surnommé Kajisho a répondu à son chef hiérarchique qu'il allait lui rejoindre dans quelques minutes au bureau. Suite à cette conversation agressive entre ces deux autorités, l'administrateur a eu peur et elle a directement avisé les policiers de la garde communale. Arrivé au bureau communal, le chef de zone Kajisho s'est alors présenté en possession d'un et sous les socks un couteau qu'il allait se servir pour la tuer. Heureusement, il a été maîtrisé avant de commettre le forfait, comme le témoigne ce citoyen qui était sur place. L'administrateur a eu peur et c'est pour cette raison qu'elle a appelé les policiers de sa garde qui étaient dehors. À son arrivée, les policiers ont découvert le chef de zone en possession d'un grand couteau caché dans ses socks. Ce chef de zone Mwakilo est pour le moment incarcéré dans la prison de Muyinga. Les informations qui nous sont parvenues dans l'après-midi de ce vendredi indiquent que ce chef de zone se présentera devant la justice lundi en procès de flagrance. Merci à toi, Innocent Valentin Singirangabo. Passons à présent en page justice. Le directeur de la prison centrale de Muyinga est accusé de toucher des pots de vin de la part des détenus condamnés à qui il partie des permissions de sortir, un comportement décrié par les habitants de la place et en particulier les familles des victimes, surtout que une fois dehors, ces prisonniers continuent à commettre des forfaits. Trésor Nyongabo nous en dit plus. Les prisonniers cités dans ces forfaits sont entre autres Fidel Nibihinyura, condamné à perpétuité pour meurtre prémédité, une peine qui avait été atténuée par la grâce présidentielle à 20 ans d'emprisonnement. Le second est connu sous le nom d'Asman Nduwimana, alias Gikuri, condamné à 15 ans de prison pour viol. Ils ont tous les deux bénéficié d'une permission de sortie accordée par Serge Nsabouandemie, le directeur de la prison centrale de Muyinga où ils étaient incarcérés. Les informations à Muyinga révèlent que ces détenus sont sortis de la prison vers 2 heures du matin du dimanche 26 juillet pour exécuter un plan d'assassiner un certain Isidore Nzeimana de la zone Djarama, colline Ruvumu, commune Bugenyuzi de la province Muyinga. Ce dernier, comme l'indiquent les mêmes sources, aurait des litiges fonciers avec son frère. Vers 2 heures du matin de ce mardi, le prisonnier Fidel Nibihinyura a été tué par mégarde par ses complices qu'il avait pris pour leur cible. Les mêmes informations précisent que Asman Nduwimana a été appréhendé sur le champ, des informations confirmées par les forces de sécurité qui affirment également qu'elles sont à la poursuite d'un autre complice dans ce forfait. Parmi les armes qui se trouvaient sur le lieu du crime
étaient une hache, une lance, un couteau et un gourdin. Un autre cas est celui des condamnés à perpétuité, connus sous les noms d'Eric Nyongabo, Gordien Mayege et Ndouimana Emmanuel, qui bénéficient souvent des permissions de sortie accordées par Serge Nsabouandemie, directeur de la prison centrale de Muyinga. Ces détenus ne cessent donc d'envoyer des messages d'intimidation de Nyongabo Juma, victime d'assassinat dont ils sont accusés. Un autre cas concerne un certain Dikuma Genge Omer, condamné également à perpétuité pour avoir tué ses 2 fils en complicité avec sa concubine du prénom de Jacqueline. Tous les deux continuent à bénéficier de la permission de sortie au moment où ils totalisent à peine 1 année d'emprisonnement. La mère des enfants assassinés plonge dans un chagrin perpétuel car chaque fois que ces criminels sortent de prison, ils n'hésitent pas à lui dire que ces temps-ci, une personne en possession de l'argent ne peut pas demeurer sous les verrous. Le directeur de la prison centrale de Muyinga est donc pointé du doigt par la population de la place d'accorder des permissions aux prisonniers dits libres, moyennant des pots de vin d'environ 200 000 francs burundais chacun. Grande est la peur au sein de cette population qui s'inscrivent en faux contre ce comportement de ce directeur de prison. Ils accusent ce dernier de ne pas assurer la protection des familles des victimes. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté à maintes reprises Serge Nsabouandemie, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Trésor Nyongabo. À ce propos, justement, la permission de sortie peut être accordée dans le cadre d'une réinsertion sociale d'un détenu condamné qui a manifesté une bonne conduite pendant la période de son incarcération. Réaction de maître Jean-Claude Niburumunsi, chef du service juridique au sein de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi. Maître Jean-Claude Niburumunsi fait néanmoins un clin d'œil aux responsables des carcérale de bien vérifier si les bénéficiaires de ces permissions sont des personnes qui le méritent réellement car, poursuit-il, au cas contraire, ils en répondront devant les juridictions suivantes. Le règlement d'ordre intérieur des établissements pénitentiaires autorise la sortie des prisonniers condamnés pour une période allant d'1 jour à 5 jours. Cette autorisation est donnée par le directeur de la prison. La direction générale des affaires pénitentiaires peut aussi accorder ce genre d'autorisation pour un délai n'excédant pas 15 jours. Cette permission est accordée aux détenus qui se préparent pour une réinsertion sociale, c'est-à-dire que ce sont des détenus qui affichent un bon comportement dans la prison et qui sont acceptables dans la société. Ce genre d'autorisation ne peut pas être accordé aux criminels. Les directeurs des prisons doivent faire attention lorsqu'ils délivrent ce genre d'autorisation parce qu'il s'est déjà manifesté que les détenus sortent et commettent d'autres forfaits. Et le cas de Muyinga n'est pas isolé. D'autres cas pareils ont été cités à Bujumbura. Les responsables des établissements pénitentiaires qui se rendent complices de ces exactions commises par les détenus doivent en répondre devant la justice. La justice, c'est aussi la détention depuis 9 mois et 9 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Modzendi et Gide Limana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Poursuivons ce magazine par cette page gouvernance où la fraude des sachets plastiques et des pagnes en provenance de la République démocratique du Congo prend de plus en plus de l'ampleur en province Chibitoke. Le matin de ce jeudi, plus de 140 pagnes ont été saisies dans cette province, ce qui a poussé le gouverneur de la dite province à convoquer une réunion d'urgence dans laquelle il a mis en garde tous les administratifs en leur faisant savoir qu'à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur cette fraude, commis par cette fraude, en leur faisant savoir que toute personne qui fermera les yeux sur cette fraude sera considérée comme complice de ces resquilleurs. Le point avec Walter Cuizera.
Ce jeudi matin, plus de 140 pagnes et des sachets fraudulés ont été saisis sur la colline et zone Gasebeyi en commune Buganda. Shabani Miburo est le propriétaire de ces marchandises, venait du Congo et avait traversé la rivière Rusizi pour entrer au Burundi. Pour se lever, il a par la suite décidé de cacher ses marchandises dans l'une des maisons appartenant à une femme de la place connue sous le nom de Bahati Suzanne. Alertée, la police s'est aussitôt rendue sur le lieu et a saisi tous ces articles. Une autre saisie avait également été faite mercredi dernier sur la barrière d'Onyamitanga de la même commune. Ce jour-là, 80 pagnes et de nombreux sachets avaient été saisis. Cela a fait que le gouverneur convoque une réunion où il a donné un avertissement à tous les administratifs qui protègent ces fraudeurs. Écoutez-moi, je veux vous expliquer pourquoi les chefs collinaires sont au courant de ces commerces frauduleux. Tout d'abord, les marchandises ont été déposées dans une maison qui n'est pas isolée des autres. Donc, ceux qui vivent autour de cette maison peuvent identifier ces fraudeurs. Pourquoi alors ces chefs collinaires n'ont rien signalé? Nous voulons que la fraude soit bannie ici à Rugombo. Je le répète, que les chefs collinaires commencent à faire des réunions avec la population pour décourager cette pratique. Les propriétaires de ces marchandises frauduleuses ont tout de suite comparu devant le tribunal de grande instance de Chibitoke dans un procès de flagrance. Le propriétaire de ces pagnes a écopé de 2 ans de prison et d'une amende de 500 000 francs burundais. Quant à Bahati Suzanne, elle a été condamnée à 6 mois de prison et à une amende de 125 000 francs burundais pour citer. Merci à toi Walter. Kwizera, toujours en page gouvernance. Les commerçants du marché d'Omulemela situés en zone Kirundo rurale crient à la spoliation de leurs stands par les administratifs locaux. Ces commerçants font savoir que ces administratifs ont vendu ces stands après la réhabilitation du dit marché. Les détails avec Vicky Chris Nineletse. Depuis la réhabilitation du marché d'Omurama de la zone rurale en 2019, les commerçants qui avaient des stands dans ce marché indiquent qu'ils n'ont pas pu récupérer leurs stands. Ils précisent qu'ils ont quitté ce marché en 2018 lors des travaux de réhabilitation. Ces anciens occupants des stands de ce marché accusent le chef de zone Frédéric Ndachaïsaba et l'administrateur Jeannette Kangoro d'attribuer leurs stands aux nouveaux occupants moyennant de l'argent. Une attitude qualifiée d'injustice par ces commerçants car, ont-ils indiqué, ils étaient prêts à payer aussi un montant qu'il s'avérait nécessaire. Ces commerçants dénoncent également la vente illégale d'un espace qui n'a pas été construit lors des travaux de réhabilitation de ce marché d'Omurama par des administratifs dont le chef de zone et l'administrateur. Oscar Ngezabahidi et Pasteur Edmond Mugaboni Faranga ont été cités comme étant les nouveaux acquéreurs de cet espace. Ces anciens occupants du marché d'Omurama demandent au gouverneur de Kirundo d'intervenir afin qu'ils gagnent leur stand et d'aider pour que ces terrains vendus illégalement soient récupérés. À ce propos, nous avons essayé de joindre le responsable du marché d'Omurama, connu sous le nom d'Okigamba, le chef de zone Kirundo rural Frédéric Ndachaïsaba, ainsi que Jeannette Kangoro, administrateur de la commune Kirundo, mais leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi, Vicky Chris Nineletse de la gouvernance. Passons à la page économique de ce magazine où le gouvernement du Burundi s'engage à faire fructifier le secteur minier à hauteur de plus de 40%. Et ce, chaque année. L'annonce a été faite ce jeudi par Prosper Naogwamiye, porte-parole du gouvernement, si après que le Conseil des ministres ait adopté ce mercredi 29 juillet un document retraçant l'exploitation des minerais au Burundi. Suivez plutôt Prosper Naogwamiye, il est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Ce document a été présenté par le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Le Burundi dispose d'un potentiel minier riche et varié dont une valorisation rationnelle permet de financer significativement la croissance économique et le développement social. Conscient de la nécessité de valoriser ce potentiel pour en faire un levier de développement, le gouvernement du Burundi a initié une large consultation avec tous les intervenants dans ce secteur pour l'élaboration de cette politique. Conformément au plan national de développement, le secteur des mines et carrières, tout comme les autres secteurs, doit construire sa politique et un plan d'action pour contribuer au développement du pays. Au cours de cette période, allant jusqu'en 2027, il est attendu que la valeur ajoutée dans la branche de l'extraction minière croîtra au rythme annuel moyen de 47%.
La valorisation permettra de financer significativement la croissance économique et le développement social. Ce document présente les stratégies qui orientent la politique du gouvernement pour arriver à une gestion efficace du secteur minier. Pour l'utilisation des revenus miniers en faveur du développement communautaire durable. Après échange et débat, le Conseil des ministres l'a adopté moyennant des recommandations à tenir en considération. Et en page santé, la formation des agents de santé et de la migration des différents points d'entrée reliant à la République démocratique du Congo et au Rwanda a pris fin ce vendredi. La dite formation avait pour objectif la gestion sanitaire et humanitaire des mouvements sur les frontières dans le contexte de la Covid-19. Certains agents du district sanitaire de Chibitoke, cette formation aurait été favorisée au détriment des responsables alors que le ministère de la Santé avait bien spécifié le profil des participants, ce qui a d'ailleurs été dénoncé par leurs collègues. La rédaction de la RPA a encore une fois essayé de contacter Célestin Dayahodze, le chef du district Chibitoke, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. On a également contacté Tade Ndikumana, ministre de la Santé, mais sans succès. Hors de nos frontières, 8 jours après la disparition de 5 réfugiés du camp d'Omtendeli en Tanzanie, leurs familles continuent à être baladées par les agents du HCR. Alors qu'ils s'étaient rendus au bureau de cette organisation sans quérir de l'état d'évolution des enquêtes, les familles ont été priées de patienter jusqu'à lundi prochain, arguant que ce dossier est en train d'être traité au plus haut niveau. L'homme fait signe que l'élément n'est pas encore prêt. Nous y reviendrons si le temps nous le permet. Et puis certaines filles réfugiées à Naki Valley ont subi des violences sexuelles, et celles basées sur le genre au Burundi. Certaines d'entre elles n'ont pas eu de répit même à leur arrivée dans ce camp des réfugiés situé en Ouganda. Une victime de ces violences s'est entretenue avec notre confrère Émile Nibasumba. Cette fille indique qu'elle a été engrossée par un ami de sa tante quand elle était encore au Burundi. Elle était dans la classe de 9e année. Après que cet homme ait refusé de l'assister, la fille dit qu'elle a décidé de quitter sa tante pour rejoindre ses parents dans le camp des réfugiés de Nakival. Arrivée ici à Nakival, en Ouganda, les parents m'ont maltraité à cause de ce problème. Ils ont refusé de m'aider. Je voulais même reprendre les études, mais ce n'était pas possible parce que mes parents m'ont rejeté. Ils m'ont dit que je n'étais plus leur enfant. Son bébé est âgé d'1 année et demie. Dans le camp des réfugiés de Nakival, sont nombreuses les filles qui ont eu des grossesses non désirées. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce vendredi 31 juillet 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Lucie Kabeda qui était de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Un bon début de week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.